petite capsule sur un phénomène qui m'a beaucoup secoué la première fois que je suis tombé dessus et qui, pour tout dire, continue à beaucoup m'intriguer. En général, je n'investis pas et donc, bien évidemment, je ne publie pas non plus sur des thématiques dont je ne suis pas complètement convaincu de l'intérêt par rapport à mes stratégies d'investissement. Mais là, j'ai trouvé le phénomène tellement curieux que c'est finalement ce sentiment qui a dominé ma décision de creuser davantage cette étrange loi, parce qu'on verra qu'il s'agit d'une loi qui semble emporter tout dans son sillage. J'ai également trouvé une manière de l'exploiter en finance, alors on verra un petit peu plus loin, mais je suis convaincu que ce n'est pas la seule, et il est fort probable que vous ayez d'autres idées sur la manière de mettre à profit cette espèce de singularité. Et si c'est le cas, bah, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. On va tout naturellement commencer par planter le décor. Je vous apprendrai rien en disant que tout ce qui vous entoure peut être quantifié ou identifié numériquement. Par exemple, on va localiser votre maison dans une rue à partir d'un index, on va évaluer votre niveau de compétence par rapport à un domaine particulier à partir d'une note. Lorsque vous faites une prise de sang, vous avez également un tableau de résultats avec différentes unités qui vous positionnent par rapport à la moyenne d'une population. Et on peut continuer comme ça avec les exemples. Vous avez la superficie de pays, les longueurs de fleuves, les hauteurs de montagne, la population par commune ou par pays, le taux de chômage par commune, par pays, ça peut être même chronologique, par année, le prix d'article pris dans une publicité, ou au hasard des rayons dans un magasin, les valeurs numériques extraites d'articles. Et pour les choses qui nous intéressent un peu davantage, on a également les données économiques, ça peut être le PIB, ça peut être les chiffres extraits de comptabilité d'entreprise, les cours de bourse, etc., etc. Enfin bref, on verra que c'est une loi qui arrose vraiment énormément de domaines. Alors, si on regarde toutes ces entités, bah, ça peut être quantifié avec des nombres qui peuvent être très différents. Donc là, c'est ce qu'on peut voir ici. Donc là, je vous ai mis le premier nombre, c'est la population française, 71 millions. Ensuite, ici, vous avez le litrage d'un baril de pétrole, donc 159 litres. Ici, vous avez le diamètre de la planète Mercure, 4880 km. Le poids d'une plume, 2 mg en moyenne, et 9% le taux de pauvreté dans le monde. Alors ça, j'ai mis cet exemple parce qu'on va en parler un petit peu plus tard. Et alors la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la probabilité d'apparition du chiffre 1, 2, 3 jusqu'à 9. Alors moi je t'ai jamais posé cette question, mais finalement elle est assez intéressante. Quelle est la probabilité d'apparition de ce chiffre en première position? Donc la première position, par exemple, si on prend l'exemple de la population en France, ici ce serait le 7. Ici en première position on a le 1, là on a le 4, on a le 2 et on a le 9. Alors là, je ne vous ai pas mis de chiffre à virgule, mais ça marche également pour le chiffre à virgule. Ce qu'il faut, c'est prendre le chiffre qui est le plus significatif du nombre en question. Donc là, par exemple, le 2 mg, ça peut être 0,002 g. À ce moment-là, on prendrait toujours 2, quoi. Donc, logiquement, lorsqu'on est normalement constitué, on imagine que mathématiquement, la probabilité de voir un de ces chiffres-là en première position, elle est de 1 sur 9, puisqu'on a 9 chiffres. Donc, 1 sur 9, ça fait 11%. Donc, logiquement, ça devrait être une équiprobabilité à 11% pour chacun des chiffres. Eh bien, on va voir que c'est légèrement différent. Là, on va démarrer avec des fonctions mathématiques très simples. Alors, j'en ai pas parlé juste avant, parce que ce qui nous intéresse, c'est plutôt de regarder les choses qui sont beaucoup plus proches de nous, beaucoup plus concrètes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la loi en question, elle s'applique également sur des fonctions mathématiques. Donc, je commence avec la suite de Fibonacci, qui est bien connue pour les traders, notamment ceux qui exploitent les niveaux de retracement de Fibonacci, qui sont ni plus ni moins qu'une émanation de cette suite de Fibonacci. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, comment on la construit, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous prenez un chiffre de la suite, c'est en fait la somme des deux précédents. Le 3, c'est la somme de 1 plus 2. Le 5, c'est la somme de 3 plus 2. Le 8, c'est la somme de 5 plus 3, etc. etc. Donc, ensuite, j'ai réalisé un tableau. Je vous rappelle que le principe, le but, c'est de savoir quelle est la fréquence d'apparition du chiffre 1 en première position. Donc là, par exemple, on l'a ici, on l'a à cet endroit-là, on a sur 144, etc. La probabilité d'apparition du chiffre 2, etc. etc. Donc pour réaliser ça, c'est très simple. Je suis passé par un fichier Excel, vous pouvez même le faire chez vous, c'est très facile. Donc ici, j'ai pris ma petite suite de Fibonacci, c'est exactement celle que je vous ai montrée précédemment. Ensuite, ici, j'ai extrait le premier chiffre, donc celui qui est le plus à gauche. Et ici j'ai calculé le nombre d'occurrences où je pouvais trouver le chiffre 1 dans ce cas de figure. Ensuite, le nombre d'occurrences où je pouvais trouver le chiffre 2 dans toute cette série-là. Et ensuite, à partir de là, j'ai fait un calcul de ratio par rapport au nombre total de chiffres. Donc, ça m'amène à ce tableau-là. Là, vous avez le chiffre 1, le nombre d'occurrences que j'ai trouvé. Alors, je pense que je vais prendre un millier de valeurs. Ça représente un taux de 30,6%. Le chiffre numéro 2, il arrive à hauteur de 17,3%.
Et le chiffre qui a la plus faible probabilité d'apparition, c'est le chiffre le plus élevé, c'est-à-dire le 9. Et vous avez une probabilité de 4,1%. Donc là, on voit déjà que c'est quand même assez étrange, parce que là, on est loin de l'équiprobabilité, mais bon, il s'agit de lois mathématiques, on peut s'imaginer que ça s'arrange entre eux. Enfin, voilà. Et du coup, ici, je vous ai mis le graphique. Donc, en bleu, vous avez le pourcentage d'apparition de chacun des chiffres pour la suite de Fibonacci. Et en jaune, vous avez la progression de cette espèce de loi magique, dont je vous donnerai le nom un petit peu plus tard. Donc ça, c'est la loi théorique en jaune, et ça, c'est ce que la suite de Fibonacci nous a donné. Alors, on peut aller un petit peu plus loin dans les suites mathématiques. Ici, je vous ai mis une progression géométrique. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le descriptif. Hein. Alors là, j'ai pris une suite géométrique de raison 2. C'est-à-dire que là c'est également très simple. Hein. Vous multipliez par 2 le résultat précédent. Donc, 1 fois 2, ça fait 2. 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 4, ça fait 8, 16, 32, etc. etc. Pareil, vous posez ça dans un tableau. Vous extrayez chacune des premières positions. Donc là, le 1, on voit qu'il apparaît là, il apparaît là, il apparaît là, il apparaît là. Ensuite, le 2, il apparaît là, le 2, il apparaît là, etc., etc. Vous faites vos ratios, et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve cette fameuse loi magique. En tous les cas, on la suit de très près. Donc c'est ce que vous voyez ici. Un autre exemple que j'ai pris totalement au hasard, je me suis simplement arrangé pour que ce soit radicalement différent par rapport à ce qu'on vient de voir, en l'occurrence donc les populations. Donc là, j'ai pris le taux de pauvreté en Europe et en Asie centrale. Donc, c'est un indicateur qui mesure sous forme de pourcentage le nombre de personnes employées qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est une distribution par pays. Et je rappelle que le seuil de pauvreté est défini comme étant de 2,15 USD par jour. Alors j'ai tiré ça d'une base de données gratuite. Alors il existe pléthore sur le net. Hein. Là j'ai pris l'ILO-Stat. Alors ILO, c'est pour International Labour Organization. Alors je suis tombé sur cet exemple. Bon, je vous l'accorde, il n'est pas très réjouissant, mais voilà, bon, c'est celui qui m'est tombé sous la main directement. Et donc à partir de ça, j'ai extrait mon tableau. Alors je ne me souviens plus combien j'avais de data, mais probablement un bon millier là aussi. Et donc voilà, alors je ne vous fais pas le pitch là, je suis arrivé à cette distribution là, donc pareil, la courbe mesurée c'est la courbe en bleu et la courbe théorique c'est la courbe en jaune. Là on s'aperçoit qu'on a vraiment un très bon matching, et pourtant dans ce cadre là il s'agit de pourcentage, donc ça n'a rien à voir avec des quantités liées aux populations telles que ce qu'on a vu précédemment, et ça continue à fonctionner. Avec cet exemple, on renoue avec la thématique de cette chaîne qui correspond à l'investissement au sens large. Donc là, je me suis demandé si cette loi pouvait être également respectée lorsqu'on utilise les cours de bourse. Donc pour faire simple, j'ai pris les cours de bourse du S&P 500. Donc, comme d'habitude, j'ai téléchargé les données de chaque constituant du S&P 500. J'ai téléchargé les cours de bourse correspondant ainsi que les capitalisations, parce que j'ai fait également l'exercice sur la capitalisation, on verra juste après. Donc là, les actions, j'en ai pas tout à fait 500, j'en ai 489, mais bon, il faut savoir que le S&P 500, c'est 500 plus ou moins quelques actions. Et donc là, j'ai déterminé la fréquence, le taux d'apparition. Et qu'est-ce qu'on constate? Alors là encore, moi j'ai trouvé ça complètement bluffant, parce qu'ici vous avez en bleu, comme d'habitude, les mesures pratiques de ce que j'ai extrait du S&P 500, et en jaune la courbe entre guillemets théorique. Alors là, je vais vous lâcher une petite définition, on appelle également cette loi la loi des nombres anormaux, donc ça c'est un petit teaser pour la fin. Et en voyant ça, moi j'ai été complètement bluffé, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même un matching qui est vraiment très bon. Alors je dis très bon, même si on voit des petits décalages de temps en temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une statistique, pour qu'elle ait une bonne convergence, il faut beaucoup de données. Là, on a 500 données, même si dans l'absolu, 500 données, ça paraît beaucoup, statistiquement, c'est pas énorme. Et malgré tout, ça converge très bien. Ensuite, si vous regardez les capitalisations, c'est exactement le même discours que ce que je viens de dire précédemment. Vous avez un matching qui est relativement bon. En tous les cas, ce qu'on retient, c'est que les petits chiffres, donc le 1, 2, 3, ont des probabilités d'apparition bien supérieures aux chiffres d'ordre supérieur, notamment le 8 et le 9, qui sont à 4 ou 5%. Et en fait, si on regarde, le 1 et le 2 représentent à peu près, ces deux chiffres-là en pole position représentent à peu près 50% de la distribution. Voilà.
Alors là, c'était appliqué, on a vu sur le dernier cours, sur la capitalisation, mais vous auriez le même résultat sur le Price Earning Ratio, sur le ROI, le ROE, sur l'EPS, etc., etc. À ce stade, on va bloquer 5 minutes pour essayer de trouver des méthodes qui nous permettent de comprendre nos erreurs de perception par rapport à cette notion qui paraît complètement contre-intuitive. Donc là, j'ai pris un exemple dans le monde concret. Alors, on va faire une classification par taille. Donc, vous avez 3 tailles. Le hamster à 10 cm, l'homme à 1,75 m et la girafe à 5 mètres. Et là, je vais vous demander un petit effort de réflexion. Donc, la question est la suivante. Je décide de faire 2 groupes classés par taille. Et la question est de savoir quel type de groupe vous allez faire. Est-ce que vous allez mettre la girafe avec le hamster et l'homme qui restera tout seul, la girafe avec l'homme, le hamster qui reste tout seul, ou le hamster et l'homme, c'est-à-dire que vous aurez la girafe qui va rester toute seule. Donc vous pouvez bloquer la vidéo et essayer de trouver une réponse à cette question, éventuellement me la mettre dans les commentaires. Ok, donc j'imagine que vous avez votre réponse. Alors maintenant, je vais vous donner les 2 types de raisonnement qu'on peut appliquer. Là, c'est ce que j'appelle le raisonnement additif, c'est-à-dire ce qu'on peut se dire, c'est que la hauteur moyenne, eh ben, c'est la moyenne arithmétique de ces 3 hauteurs, donc on est à peu près à 2,30 m. Donc là, si on décide de faire une classification, eh bien, on va poser la barrière à cet endroit-là, parce que 2,30 m, c'est entre l'homme et la girafe. Donc finalement, les 2 groupes que vous allez réaliser, c'est les suivants. C'est-à-dire que vous allez avoir le hamster avec l'homme et la girafe qui va se retrouver toute seule. Par contre, il y a un autre raisonnement, et ça, alors rassurez-vous, si vous avez répondu ça, c'est ce que la majorité des gens répondent à ce type de questions. Là, il y a un autre type de raisonnement, c'est de se dire, c'est le raisonnement que j'ai appelé multiplicatif. En l'occurrence, il s'agit de quotient, de rapport de dimension. Donc si vous faites un rapport entre la girafe et l'homme, là vous avez un rapport de 5 sur 1,75, donc vous avez à peu près 3. Et si vous faites un rapport entre l'homme et le hamster, vous avez 1,75 divisé par 0,1, et là vous avez un rapport de l'ordre de 17. Donc on voit clairement que les groupes ne vont pas du tout être les mêmes. Et si vous appliquez ce raisonnement, finalement le groupe que vous allez faire, c'est celui-ci. C'est-à-dire que vous allez laisser le hamster tout seul, et vous allez regrouper la girafe et l'homme ensemble. Et en gros, l'erreur de raisonnement qu'on peut faire, et c'est ce qui nous donne justement ces espèces de biais de probabilité, là, c'est qu'on a plutôt un raisonnement additif, alors que dans la vraie vie, le vrai raisonnement qu'il faudra avoir, c'est un raisonnement de type multiplicatif. Alors cette slide dévoile le nom de la loi que je vous cachais depuis le début. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous l'avaient déjà trouvé. Ce qu'il faut savoir, donc c'est la loi de Benford, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas lui qui en a la paternité, c'est une distribution qui a été observée pour la première fois en 1880 par l'astronome américain Simon Newton, dans un article de l'époque. Et il s'est intrigué à l'époque de voir que certaines pages des tables de logarithmes, alors elles étaient beaucoup utilisées à l'époque pour faciliter la manipulation des multiplications et des divisions, parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas de calculatrice électronique, et donc il s'est aperçu que les premières pages étaient plus usées que les dernières. Alors cet article de Newcomb passe complètement inaperçu pendant 57 ans, et Frank Benford, aux alentours de 1938, remarque à son tour cette usure inégale, et il croit être le premier à formuler cette loi, et donc il lui donne son nom. Mais la véritable paternité, on la doit donc à Simon Newcomb. Et en fait, il remarque qu'effectivement, les proportions de quantités ont plus d'importance que l'écart arithmétique entre les quantités. Et donc, il propose cette loi. Alors, c'est une loi qui se démontre, hein, c'est une intégrale au niveau des probabilités. Donc, la proportion, elle est régie par cette loi-là, c'est-à-dire que c'est le log de 10 de C plus 1 divisé par C. Alors, C, c'est le nombre considéré. Donc, en gros, si vous faites ce calcul-là, ici, la log de C plus 1, si vous voulez voir la proportion que représente le chiffre 1, vous prenez le C plus 1 qui correspond au 2 et vous le divisez par 1, donc là en l'occurrence ça fait 2, donc en gros c'est le nombre qui est là, et vous appliquez le logarithme, ça vous donne 30%. Ensuite vous faites pour avoir le 17,6%, vous faites le logarithme de 3 divisé par 2, autrement dit le logarithme en base 10 de 1,5, ça vous donne 17%, etc. etc. Et si vous faites le total, vous tombez bien sur les 100%. Et là, on remarque ce que je vous avais déjà montré précédemment, c'est-à-dire que si vous prenez le chiffre 1 et le chiffre 2, ça représente quasiment la moitié du camembert, c'est-à-dire que ça représente quasiment 50% de la population, où vous avez des quantités qui commencent par 1 ou par 2. Donc à ce stade, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est de savoir comment mettre à profit cette loi dans une logique d'investissement. Alors heureusement, on a eu un bon petit coup de main de la part d'une poignée d'économistes.
En effet, on a vu qu'il y avait une très forte cohérence entre les données issues du monde réel et la distribution prédite par Benford. Dans un article publié en 1972, il y a Al Varian, économiste de son état, qui propose l'idée d'utiliser justement cette fameuse loi pour détecter les fraudes fiscales par mesure de décalage. Et il a démontré la prédominance des premiers chiffres significatifs 5 et 6 dans des jeux de données falsifiés, avec respectivement 40% de probabilité d'apparition pour le 5 et plus de 20% pour le 6. Donc bien en décalage par rapport aux valeurs attendues. Alors pour mémoire, sur le 5, on doit avoir 10% et sur le 6, on doit être à 9%. Et un petit peu plus tard, donc dans une étude publiée en 2011, il y a 4 économistes allemands, alors je ne vais pas les citer parce que je vais pas m'en sortir avec la prononciation. Ils ont testé la loi de Benford sur des données comptables produites par les États membres de l'Union européenne. Et ils ont montré que la Grèce était le pays européen qui s'éloignait le plus des prédictions de la loi de Benford. On a compris pourquoi par la suite. Et la Belgique était le second pays. Donc la loi de Benford a aussi été utilisée pour détecter des données contrefaites dans des articles scientifiques. Personnellement, je n'étais pas forcément très sensibilisé à ce genre de pratique, mais aujourd'hui, se baser sur la Benford pour identifier des manipulations dont les données semblent bien établies. Et ce type d'analyse porte souvent sur des quantifications fiscales et comptables, etc. Enfin, tout ce qui est listé ici, et on comprend un petit peu pourquoi. Mais également sur des données scientifiques et même électorales. En scientifique, on en a déjà parlé. Lorsqu'on lance ce genre de test, qui peut s'apparenter finalement à un test de cohérence, ce qu'on cherche à faire, c'est profiter pleinement de ce que nous raconte la loi. Non seulement sur le premier chiffre, ça on a vu un peu la distribution, mais également sur le second et les suivants. Et oui, alors pour ne pas le redire, j'en ai pas trop parlé dans cette présentation, mais ces chiffres-là ont aussi leur propre fréquence d'occurrence, et devinez quoi, elle n'est pas uniforme. C'est d'ailleurs ce qui la rend intéressante dans ce contexte. Ça renforce en fait ce côté anomalie de la loi, quoi. Donc là, autre point intéressant, c'est que les données marché sont également impactées par ce type de loi. Donc les données marché entrent dans la danse avec le prix des actions, le volume des transactions, etc., etc. Et tous ces éléments peuvent également être analysés donc en utilisant la loi de Benford. On peut également faire des modèles de prédiction d'indices boursiers. Donc ça, peut-être que c'est un sujet sur lequel je travaillerai un petit peu plus tard, parce que je pense que ça peut être assez intéressant. Et dans ce cas-là, l'algorithme utilise également des outils complémentaires pour inclure notamment un test de cohérence. Car le problème de la loi de Benford, on l'a compris, c'est qu'il ne fait pas de distinction entre le nombre 20 et 200 000. Pour ces deux nombres, vous avez les deux premiers chiffres. 2, c'est le même premier chiffre significatif. Alors, toutes ces analyses, finalement, peuvent se faire de manière extrêmement simple. Alors, je vous ai montré à plusieurs reprises à travers cette présentation. Il suffit simplement de s'équiper d'un tableur. Alors, le tableur peut être extrêmement basique, ça peut être un Excel, Google Sheet, etc. Et dans ce cas-là, vous faites juste un copier-coller des données qui vous intéressent à l'endroit où vous avez positionné vos formules. Et ensuite, vous faites votre histogramme, votre analyse, vous faites des extractions de data et ensuite vous posez vos critères de validité dessus, donc qui peuvent être différents d'une personne à l'autre. Alors, cependant, que la loi de Benford soit respectée, peut être considérée comme nécessaire, mais dans la majorité des cas, c'est pas forcément suffisant et bien évidemment, ça doit s'accompagner d'autres analyses, des études de marché, etc. Dernière petite slide pour illustrer mon propos par rapport à la fraude. Ici, je vous ai mis deux jeux de données liés à deux entreprises, donc l'entreprise Dupont et l'entreprise Durand. Et la question que j'ai mis en tête de slide, c'est qui manipule les données. Alors bien évidemment, on peut considérer que c'est une boutade, parce que là, ça paraît quand même assez évident. Donc si on regarde l'entreprise Dupont, on voit qu'elle suit parfaitement la distribution proposée par la loi de Benford. Et si vous regardez l'entreprise Durand, eh bien, on voit que la distribution n'est pas du tout respectée. Vous avez une distribution qui est globalement uniforme. Qu'est-ce que j'ai fait entre ces données-là? Donc là, j'ai bien évidemment gardé les données telles que je les ai récupérées dans les documents. Et par contre, ici, j'ai pris les mêmes données, mais de temps en temps, j'ai rajouté des données aléatoires. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la loi de Benford, si par exemple vous prenez des données qui sont complètement aléatoires, eh bien vous allez avoir une distribution qui va être complètement uniforme. Là, pour le coup, vous allez avoir une équipondération entre les différents chiffres. Et là, c'est un petit peu ce qu'on retrouve. C'est comme j'ai pris de temps en temps, j'ai positionné des quantités issues de nombres complètement aléatoires, et bien finalement, j'ai
globalement, écraser la surpondération que j'avais sur le chiffre 1, j'ai écrasé celle du 2, etc. Puis même là, potentiellement, j'ai remonté des distributions qui auraient dû être plus basses, etc. Enfin, en tous les cas, je ne respecte plus du tout la loi qui indique que j'ai bien affaire à des données réelles, quoi. Voilà, j'arrive au terme de cette présentation. J'espère que vous en avez apprécié le contenu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à enfoncer un peu tous les boutons qui se trouvent en dessous de cette vidéo. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'avoir vos retours, parce que je pense que c'est un sujet qui est assez vaste, et en fait, toutes les idées sont bonnes à prendre. J'ai de plus le sentiment, et même plus que le sentiment, de ne pas avoir complètement fait le tour de ce sujet-là. Et ce qui manque, par exemple, c'est peut-être de développer des algorithmes, ou de proposer des algorithmes qui permettent d'automatiser un peu ce type de travail relativement rébarbatif. Bon, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine étude et potentiellement d'une présentation. En tout cas, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine.